Regardez attentivement cette œuvre. Elle est belle, elle est profonde, elle semble traverser les siècles. Si je vous disais qu'elle a été authentifiée par les plus grands experts de la planète, estimée à des millions d'euros et exposée fièrement dans un musée, vous me croiriez, n'est-ce pas? Et pourtant, tout est faux. Le pigment, la toile, l'histoire et même la signature. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce retour sur la chaîne Montre-moi l'histoire. Aujourd'hui, on plonge dans les coulisses du monde de l'art, de l'histoire et de la culture, mais par la petite porte, c'est-à-dire par la porte des faussaires d'Eugénie. On va parler de 3 moments de l'histoire où des esprits brillants, ou parfois désespérés, ont réussi l'impossible, c'est-à-dire berner les plus célèbres experts mondiaux, berner également des gouvernements entiers et même des dictateurs. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de commenter et d'aimer la vidéo pour soutenir mon travail. Ensuite, si vous voulez retrouver plus de contenu, vous pouvez également me retrouver sur Instagram, TikTok ou Facebook, et même dans le podcast Histoire de papoter, disponible sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et Vodio. Enfin, vous pouvez toujours devenir mécène de la chaîne grâce à la cagnotte Tipeee qui est présente en barre d'infos. Désormais, installez-vous confortablement et voici ces 3 chefs-d'œuvre qui ont trompé le monde entier. Notre première histoire se déroule pendant les heures les plus sombres du XXe siècle, en pleine Seconde Guerre mondiale. Hermann Göring, le bras droit d'Adolf Hitler, est un pilleur d'art compulsif. Il veut posséder la plus belle collection d'Europe. Un jour, ses intermédiaires lui dénichent le Saint Graal, une œuvre inédite de Johannes Vermeer, le grand maître hollandais du XVIIe siècle, intitulée Le Christ et la parabole de la femme adultère. Göring l'achète une fortune et il est aux anges puisqu'il possède un Vermeer. Mais en 1945, l'Allemagne capitule. Les Alliés retrouvent la toile et remontent la piste du vendeur, un peintre néerlandais nommé Anne van Meegeren. Pour l'État néerlandais, le verdict est sans appel. Van Meegeren a collaboré avec l'ennemi en vendant aux nazis un trésor national. Et il risque la mort pour cette trahison. Acculé, Van Meegeren lâche alors une bombe lors de son interrogatoire. Je n'ai pas vendu un trésor national, c'est moi qui ai peint ce tableau. C'est un faux. Personne ne le croit. Les experts jugent que c'est un vrai Vermeer. Pour prouver ses dires, le tribunal lui impose alors un défi surréaliste. Peindre un nouveau Vermeer en direct, sous la surveillance de gardes et d'experts, dans sa cellule. Pendant des semaines, sous les yeux ébahis des juges, il recrée la magie. Van Meegeren explique sa technique. Il utilisait des vieilles toiles du XVIIe siècle dont il grattait la peinture originale, fabriquait ses propres pigments à partir de résine de bakélite pour que la peinture durcisse instantanément au four et paraisse plus vieille de 300 ans. Du jour au lendemain, le traître devient un héros national. Il devient alors l'homme qui a escroqué les nazis et récupéré des millions d'or allemands en échange d'une croûte séchée au four. Quittons désormais les années 40 pour revenir en 1986. Le musée du Louvre à Paris vient de réaliser le coup du siècle. Il a acheté pour la somme astronomique de 200 000 francs or, plusieurs millions d'euros aujourd'hui, un objet archéologique unique, la tiare du roi Saïta Farnèse. C'est une couronne en or pur sculptée de plusieurs scènes de l'Iliade d'Homère, censée dater du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Le monde entier félicite le Louvre et la tiare est exposée en majesté. Mais très vite, des murmures s'élèvent. Des archéologues pointent notamment du doigt des détails étranges. Les scènes gravées mélangent plusieurs styles de différentes époques. Et surtout, l'or semble un peu trop pur pour avoir passé 2000 ans sous la terre. Le Louvre balaie les critiques d'un revers de main en disant que les experts savent ce qu'ils font. Mais l'histoire bascule lorsqu'un artisan d'Odessa, en actuelle Ukraine, nommé Israël Rouchomovski, débarque à Paris. Il a entendu parler de la polémique et déclare innocemment: C'est moi qui ai fabriqué cette tiare. Un client m'a commandé un objet de style antique, je ne savais pas que c'était pour piéger le Louvre. Pour le prouver,
Rouchomowski s'enferme dans un atelier parisien et reproduit de mémoire une partie des gravures de la tiare avec les mêmes outils. Le Louvre est humilié publiquement, la tiare est immédiatement retirée des collections d'archéologie et elle est aujourd'hui reléguée dans les réserves du musée, témoin éternel d'un excès de confiance institutionnelle. Vous vous dites peut-être que ces histoires appartiennent au passé et qu'avec la technologie moderne, comme la science ou les scanners, on ne peut plus se faire piéger. Eh bien, détrompez-vous. L'art moderne a aussi ses mystères et la frontière entre le vrai et le faux est parfois une question d'ego. En 2016, une énorme conférence de presse est organisée à Paris. Des spécialistes de renom et une grande maison d'édition annoncent la découverte d'un carnet inédit contenant 65 dessins à l'encre attribués à Van Gogh. Le carnet aurait été retrouvé dans le livre de compte d'un hôtel d'Arles où le peintre a séjourné. C'est une découverte qui vaut virtuellement des dizaines de millions d'euros. Le livre sort en librairie en plusieurs langues et c'est l'effervescence. Mais à Amsterdam, le musée Van Gogh, qui possède l'autorité suprême sur l'œuvre de l'artiste, publie un communiqué glacial le jour de sa sortie. Ces dessins sont des imitations. L'encre utilisée, le style, les erreurs géographiques dans les paysages, tout indique que c'est faux. S'ensuit alors une guerre d'experts d'une violence rare par médias interposés, avec d'un côté ceux qui ont publié le livre et qui refusent de perdre la face, et l'argent probablement, et de l'autre le musée officiel qui défend l'héritage du peintre. Aujourd'hui encore, ce carnet reste l'un des débats les plus brûlants et les plus fascinants du marché de l'art contemporain. Alors qu'il s'agisse de vengeance artistique, de survie face à des dictateurs ou d'appât du gain, ces histoires nous montrent une chose. L'art n'est pas seulement une question de technique, mais aussi une question de croyance. C'est-à-dire qu'un objet devient un chef-d'œuvre tout simplement parce qu'un groupe d'humains a décidé de le croire. Alors moi, je suis curieuse de savoir ce que vous en pensez. Si un faux est tellement parfait qu'il trompe tout le monde, a-t-il la même valeur artistique qu'un vrai? Dites-le moi dans les commentaires, je me ferai une joie de vous lire et de débattre avec vous. Enfin, encore une fois, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas d'aimer, de commenter, de partager la vidéo et même abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines. Merci d'être toujours là. En attendant, je vous dis à très vite pour plus d'histoires et de patrimoine.